Bonjour à tous, bienvenue à cette 10e session des rencontres culturelles francophones organisée par l'ambassade de France au Kazakhstan et par l'Alliance française de Nour-Sultan avec le réseau des acteurs culturels de la France en Asie centrale. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Germain Louvet, danseur étoile à l'Opéra de Paris. Bonjour Germain, Bonjour, comment vas-tu? très bien, merci. Et Nous sommes toi? ravis que tu aies accepté de participer à cette session. Alors, j'aimerais revenir sur ton parcours tout d'abord. Donc, toi, à 7 ans, tu as intégré le Conservatoire de Chalon-sur-Saône, Oui, notamment. Puis, tu as intégré à l'âge de 12 ans l'École de l'Opéra de Paris, oui, avant de devenir en 2016 premier danseur, puis danseur étoile de l'Opéra de Paris. On va revenir dessus un peu après par Aurélie Dupont, qui est la directrice du ballet. En 2016, c'est mhm. également l'année où tu recevras le prix de l'AROP, l'Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris. Alors, j'aimerais revenir sur ton parcours tout d'abord. Comment est-ce que tu t'es orienté vers la danse? Comment s'est faite cette rencontre avec la danse? Alors, en fait, j'ai demandé à mes parents à l'âge de 4 ans de faire de la danse. Un peu par hasard, je crois que j'avais des copines dans ma classe qui pratiquaient la danse dans le club de notre village, qui est un assez petit village en Bourgogne, donc plutôt dans la campagne. Et en fait, dès qu'il y avait de la musique chez mes parents et chez moi, je me mettais assez naturellement à danser. Donc en fait, à 4 ans, lorsque mon grand frère faisait du vélo, il a été tout naturel pour moi de dire à mes parents que moi, je voulais m'inscrire à un cours de danse. Et après, ça s'est enchaîné de manière très naturelle et très fluide. J'ai passé 3 ans dans ce petit club de village, puis j'ai intégré un conservatoire rattaché à ma région. Puis, au bout de 5 ans dans ce conservatoire, à l'âge de 12 ans, j'ai intégré l'école de danse de l'Opéra de Paris, donc à Paris, enfin à Nanterre, une ville à côté de Paris. Toi, tu as pas commencé directement par la danse classique. À 4 ans, qu'est-ce que tu as appris avant justement Alors, de... à 4 ans, en effet, j'ai fait ce que, enfin, c'était appelé de modern jazz. Euh, et en fait, c'est pour donner un nom, parce qu'en soi, c'est de l'initiation au mouvement. On faisait des choses très simples, très ludiques, pour nous apprendre un petit peu à gérer notre corps et à gérer notre espace aussi. Donc moi, j'appelle ça plutôt de l'éveil. Voilà. Mais officiellement, ça s'appelait Modern Jazz. Et après, à l'âge de 7 ans, quand j'ai intégré le conservatoire, là, j'ai appris vraiment les bases de la danse classique, la barre, les exercices au milieu, euh, le langage chorégraphique de la danse classique. Et justement, comment se passe une admission au conservatoire? Parce qu'à 7 ans, c'est très jeune. Honnêtement, je me souviens pas très bien. Je crois que, en effet, j'ai dû venir dans un studio et il y a un prof qui nous a donné une sorte de petit cours. Et à l'issue de ce cours, il y a certainement une sorte de résultat, mais je pense que tout le monde était plutôt pris. On n'était pas très nombreux. Je crois pas que la sélection soit aussi drastique pour les conservatoires. Je pense que ça dépend des conservatoires aussi. Je pense que les conservatoires d'arrondissement à Paris sont peut-être plus sélectifs parce qu'il y a certainement une plus forte demande d'inscription. Et je pense qu'en tout cas, en tant que petit garçon, euh, vers Chalon-sur-Saône à la campagne, j'étais un peu pris d'office, entre guillemets, parce que c'était pas très souvent que des jeunes garçons s'inscrivaient à la danse classique. Donc, 5 ans après, tu intègres l'école de l'Opéra de Paris. C'est un premier rêve pour toi qui se réalise. Et comment se passent justement tes premières représentations? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, bien sûr. Bah, je me souviens surtout d'avoir été frappé par ce lieu qui mélangeait que des jeunes comme moi qui aimaient la danse. D'autant plus que moi, comme je le disais, à Chalon-sur-Saône, dans mon conservatoire, j'étais le seul garçon dans ma classe. Et donc, en fait, je savais pas ce que c'était les garçons qui faisaient de la danse, à part moi. Et rencontrer que des garçons comme moi, finalement, et aussi des filles, tous menés par la même passion. C'était assez magique. J'avais un peu l'impression d'être comme Harry Potter qui rentre dans son école. Voilà, c'était assez fort. Tout était orienté vers la danse, les studios, les salles, l'emploi du temps. Donc c'était assez chouette. Et après, très rapidement, en plus, j'ai eu la chance de faire mes premiers pas sur la scène de l'Opéra Garnier, à l'occasion des défilés qu'on fait tous les ans, des portes ouvertes et aussi des spectacles de l'école de danse.
Et donc là, j'ai vraiment découvert un univers qui, pour un enfant, est absolument incroyable. Et pour un adulte aussi, d'ailleurs. Tu intègres le corps de ballet justement en 2011, puis en 2013, tu es promu Coryphée. Alors, qu'est-ce que c'est pour Ouais, les francophones apprenants? Comment est-ce que tu expliques les différents? Parce que en 2013, donc, tu es promu Coryphée, puis sujet, ouais, puis premier ouais, danseur, sujet en 2014, puis premier danseur en 2016. Comment est-ce que tu ouais. expliques ces termes? À quoi ça correspond justement pour des personnes qui n'ont pas cette culture du ballet français? Alors, bah, les termes quadrille, coryphée, sujet, premier danseur, danseur étoile, ou première danseuse, danseuse étoile, c'est des termes qui sont vraiment propres à l'Opéra de Paris. C'est pas une norme en France de hiérarchie du ballet. Donc, c'est des termes qui ont été posés, je pense, vers la fin du 19e siècle, lorsqu'on a un peu établi cette hiérarchie au sein qui structure le ballet de l'opéra. Et en fait, enfin, je connais pas la genèse de comment ces termes sont arrivés, mais je pense que c'est un petit peu comme pour régir l'armée. Ça fait bizarre de dire ça parce qu'on est quand même sur des milieux totalement différents et opposés, mais je pense que quadrille, euh, enfin, par exemple, le terme de quadrille, c'est un terme qui est pour moi plutôt militaire à la base. Et donc voilà, et donc en fait, ça permet aux danseurs de se référer à leur grade pour trouver leur place au sein de la compagnie. Et chaque danseur a l'occasion de monter en grade chaque année à l'occasion d'un concours qui se passe derrière toi sur la scène de l'opéra. Euh, et euh, à la fin duquel un classement est établi. Et en fonction du nombre de postes pour le grade supérieur, il y a une promotion qui, euh, qui est faite. Et du coup, ça équivaut pour de quadrille à coryphée, de coryphée à sujet, de sujet à premier danseur, en sachant que quadrille, coryphée, sujet, c'est les trois grades qui forment le corps de ballet, donc les ensembles. Et quand on est sujet, on peut déjà accéder à quelques rôles solistes, des seconds rôles ou des premiers rôles de soliste. Et à partir du moment où on accède au grade de premier danseur, on n'a plus de concours à passer. Donc autant vous dire que c'est un grand soulagement. Et à partir de là, en fait, on est distribué sur que des rôles solistes, soit des rôles d'étoiles, soit des deuxièmes rôles, etc. Et si la direction le décide, un soir, elle peut te nommer dans sa étoile. Donc ça correspond, c'est des statuts qui correspondent plus à un niveau qui permettent ensuite d'avoir tel ou tel rôle dans un ballet, plus que des Exact. questions d'âge ou d'évolution liées à Ah oui, l'apprentissage. oui, c'est pas du tout une question d'âge. Mhm. La seule chose qui est liée, enfin, et encore, c'est pas vraiment une question d'âge, c'est que quand on rentre dans la compagnie, on est souvent très jeune et on est d'office quadrille. Donc, parmi les quadrilles, il y a beaucoup de très jeunes parce qu'ils viennent de rentrer en compagnie. Mais après, il y a des parcours très différents. Il n'y a vraiment aucune norme dans le parcours des uns et des autres. Il y en a qui accèdent de grade en grade très, très rapidement, coup C'est ton sur cas? coup, année par année. Comment? C'était ton cas d'ailleurs. Pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a des danseurs qui ont fait plus rapide que moi. Mais moi, j'ai eu la chance d'être nommé étoile très rapidement après ma promotion de premier danseur. Mais par Justement, en contre, 2016, tu es le plus jeune danseur étoile nommé de l'Opéra de euh, Paris. À non, ce alors, à pardon, ce je suis moment-là, désolé, je suis obligé de te contredire. Je suis pas il y a eu des danseurs étoiles nommés plus jeunes que moi. Par exemple, Sylvie Guilhem, elle a été nommée à 19 ans. Mhm. Moi, j'ai été nommé à 23 ans. Et Hugo Marchand, peut-être que vous connaissez aussi, qui est un autre danseur étoile du même âge que moi. Il est d'ailleurs 6 mois de moins que moi et il est aussi danseur étoile. Donc, c'est lui qui a aujourd'hui le statut de plus jeune danseur étoile de l'opéra. Tout Je à crois qu'il y fait. a une... Il y a une Pardon. première question. Peut-on être rétrogradé, justement? Alors, c'est une très bonne question et la réponse est non, et fort heureusement. Donc on reste toute sa vie premier danseur ou étoile. Exactement. À partir du moment où on accède à un grade, on ne peut pas être rétrogradé. Alors, quelle est la journée type d'un danseur étoile? Toujours une question de Laure Castin. Ouais. Alors la journée type d'un danseur étoile et en fait presque d'un danseur en général, hein. Finalement, on a presque tous la même journée type. Ce qui va différer, c'est les rôles qu'on va aborder. On commence le matin par un cours de danse, un entraînement Mhm. qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie et qui est entre 10 heures et 11 heures et demie. Il y a plusieurs cours de danse. On a le choix de prendre un cours avec différents professeurs dans différents studios euh, et aussi en fonction des horaires de nos répétitions. Et donc, ça commence, pour ceux qui connaissent pas trop la structure d'un cours de danse, ça commence par une barre, donc une succession d'exercices à la barre. En fait, on s'accroche à la barre
pour s'aider en fait à tenir debout, entre guillemets, et comme ça pour s'aider à faire certains exercices. Et après, on passe au milieu, c'est-à-dire au milieu du studio de danse, et là, on fait des exercices de plus en plus difficiles, sans l'aide d'un appui extérieur, donc juste en tenant sur nos jambes. Et ça nous permet d'aller chercher, d'aller progresser dans la technique et d'aller travailler, à la fois d'aller parfaire sa technique, d'aller chercher plus loin, aborder des pas qu'on est en train d'aborder dans certains rôles dans les ballets en même temps, et aussi en parallèle de s'échauffer pour la journée qui nous attend. Après ce cours de danse, on a des répétitions. Ça peut varier vraiment en fonction des productions du moment. Donc, en gros, c'est des répétitions qui vont de 12 à 19 heures, enfin de midi à 19 heures. Et c'est rare qu'on ait de midi à 19 heures pleine. Donc, on peut avoir 1 heure et demie de répétition, 2 heures de répétition, 4 heures de répétition et au maximum 6 heures de répétition. Et à l'issue de cette journée, si on est en période de spectacle, on a un spectacle qui commence souvent à 19h30 et qui peut durer 20 minutes, si par exemple il y a 3 ou 4 pièces dans la même soirée, ou qui peut durer 3h30 pour l'exemple de La Belle au Bois dormant. Donc voilà, en sachant que quand on a le spectacle du soir, les répétitions de la journée, elles sont un peu écourtées. On termine à peu près autour de 16-17 heures pour avoir le temps de se reposer, de manger, de se maquiller, de se coiffer, de s'habiller, etc. Alors, il y a une autre question d'Angie, qui est une participante régulière. Vous connaissez sans doute le film Billy Elliot. Que pensez-vous de ce film? Est-il représentatif des exigences que vous avez rencontrées? Votre famille vous a-t-elle toujours accompagné dans ce choix de métier? Alors, donc oui, je connais le film Billy Elliot, que j'ai vu quand j'étais assez jeune. Je l'ai pas vu avant, enfin, je l'ai vu une fois que je faisais de la danse. J'aime beaucoup ce film. Je trouve que c'est un très très beau témoignage d'une histoire de vie qui est fictive, mais qui se rapproche de beaucoup d'histoires de beaucoup d'entre nous, danseurs. Parce que même si le théâtre, comment dire, les grandes maisons d'opéra, ça peut avoir une symbolique très bourgeoise, un milieu un peu élitiste qui viendrait se divertir, les composants de ce spectacle, donc les danseurs, les chanteurs, les musiciens, ne sont pas forcément issus euh, de milieux bourgeois. Et c'est le cas de Billy Elliot. Et donc, c'est pour ça que son parcours est d'autant plus intéressant. Moi, ce qui me plaît le plus dans le film, finalement, c'est pas ce qui se passe autour de la danse, mais c'est ce qui se passe autour d'un jeune garçon qui évolue dans un milieu très difficile, très compliqué, et qui essaye de faire sa place qui est marginale par rapport à ce qui l'entoure, et comment il arrive à tenir, à s'accrocher à sa passion, malgré toutes les difficultés que ça pose à lui et que ça pose à sa famille. Et pour Justement, terminer, j'aimerais. pardon. Oui, votre famille vous a-t-elle toujours accompagné Oui, dans voilà, ce. pardon, je regardais la question en même temps. Ma famille m'a toujours accompagné, m'a toujours soutenu. J'ai toujours eu enfin, j'ai des parents très ouverts et très simples dans leur manière de m'accompagner. C'est-à-dire que quand j'ai demandé à faire de la danse, ils ont dit oui sans se poser de questions. Quand j'ai été pris à l'école de danse, enfin, quand il a été question de me présenter à l'école de danse, ils ont accepté très simplement. Voilà. Après, il fallait, comment dire, c'était beaucoup d'organisation. Il fallait voir les facteurs financiers aussi, il fallait prendre le train, il fallait être à internat, tout ça, c'est des choses qui sont pas faciles pour des parents, hein, parce que j'avais 12 ans, mais ils l'ont fait vraiment comment dire, avec plaisir. Et ils m'ont toujours soutenu tout en me disant, si c'est trop dur, il faut que tu arrêtes, il faut pas que... Ils m'ont jamais poussé, ils ont toujours fait très attention à ce que je ne souffre pas et que cette souffrance m'empêche pas Que ce d'arrêter soit si ta je devais. décision et que ce soit Voilà, vraiment ta décision. ils ont toujours été très soutenants, peu importe la décision que j'aurais eu à prendre. J'aimerais revenir sur un moment un petit peu particulier qui est justement ta nomination comme danseur étoile. Mhm. Alors, Mesdames, Messieurs, sur proposition d'Aurélie Dupont, directrice de la danse, je suis très heureux de nommer Germain Louvet danseur étoile de l'école.
Alors c'est un moment bien sûr très très émouvant pour toi. C'était le 28 décembre 2016 à l'Opéra Bastille où tu interprétais le rôle de Siegfried. Tu étais déjà premier danseur Ouais. depuis quelques mois déjà et tu interprétais ce rôle pour Le Lac des Cygnes de Rudolf Nureyev. Est-ce que Ouais. tu aimerais revenir dessus? C'est un souvenir très émouvant, j'imagine, pour toi. Oui, c'est un souvenir qui est très fort, très émouvant. En même temps, j'avoue que c'était un peu presque trop, presque. Enfin, en tout cas, c'était très compliqué de mesurer toute l'ampleur de ce que ça signifiait. Euh, faut savoir que ça arrive, les nominations en général arrivent à la fin d'un ballet qu'on a interprété. Donc là, c'était à la fin du Lac des Cygnes, qui dure quand même 2h30, 3 heures, qui est assez épuisant pour les deux protagonistes et même pour tout le corps de ballet. Et donc, c'est vrai que tu arrives à la fin du ballet, fatigué, heureux, ému, etc. Et en fait, il arrive ça, et là, le public se lève, réagit très fortement, et c'est une vague d'émotions telle qu'elle est difficile à, finalement, elle est très, enfin, elle n'est pas difficile, mais elle est submergente, voilà. Moi, j'aimerais revenir dessus parce que j'étais là ce jour-là, Ah dans un. bon? Oui, oui. J'étais là D'accord, dans un des balcons. C'était un cadeau que j'avais eu pour mon anniversaire. J'étais né, enfin, je suis né quelques jours avant la représentation. d'accord, Donc, je me souviens très bien de la. En fait, c'était la première fois que j'assistais à une nomination. ouais, C'était d'accord. excitant parce qu'il y avait une sorte de surprise. Enfin, c'est-à-dire Ouais, que là, c'est on le sait toujours. pas en avance, en fait. Peut-être que toi, tu le savais en avance, je ne sais pas. Mais Bah, ouais. Moi, j'avais eu des rumeurs. Pendant le spectacle, j'ai vu Stéphane Nisner, le directeur, qui était là, habillé en costume et tout. Je voyais pas mal de directeurs des différents services de l'opéra qui étaient présents. Je sentais une sorte d'émulation tout au long du spectacle qui se faisait autour de moi. Mais en tout cas, moi, officiellement, l'information m'a jamais été donnée. Pardon. hmm, Et donc, c'est assez dingue parce que, donc, même si j'avais eu vent de ces choses-là, imaginons que je sois tombé malade le matin de la représentation, que je me torde la cheville pendant le spectacle et que je fasse pas la fin, et ça n'arrive pas. Donc, il y a quand même une sorte de surprise. Et en tout cas, c'est sûr que la surprise pour le public, elle est totale parce que, c'est vraiment un sentiment incroyable. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le spectacle s'arrête. Tout le monde commence à applaudir. Et là, il y a un silence. Stéphane oui, Huster monte sur scène avec Aurélie Dupont. Et puis, il y a un discours qui, en fait, on sent que ça va arriver. On ne sait pas trop ce qui est en train de se passer. Enfin, c'est très surprenant c'est vrai. pour tout le monde. Et c'est extrêmement émouvant. Et donc, C'est vrai. Et en plus, quand ils sont arrivés sur scène, j'avais compris que c'était pour ça parce que j'étais entouré de Karl Paquette qui est danseur étoile et de Ludmila Pagliaro qui est danseuse étoile. Donc je savais que ça pouvait être que pour moi parce que j'étais le seul danseur pas étoile qui faisait un rôle. Après, il y avait les 32 signes qui étaient avec nous aussi sur le plateau. Et donc c'est vrai que d'entendre ce silence et enfin, cette pause, ce silence et puis le le tonnerre. discours derrière, mais surtout d'entendre le public qui est pendu aux lèvres donc là, c'était de Stéphane Lissner, c'est assez, euh, c'est assez émouvant. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est d'entendre mon nom parce que j'ai déjà vu des nominations d'étoiles, j'en ai vu pas mal d'ailleurs, j'ai eu de la chance de tomber plutôt des bons soirs pour ça. Bon, après, c'est aussi parce que ça fait depuis que j'ai 12 ans que j'assiste à des spectacles. Et donc, je savais très bien comment ça se passait, comment ça se déroulait, le processus. Mais le fait d'entendre mon nom ramené dans cette légende, enfin, dans ce que j'avais créé comme dans mon imaginaire, dans mon récit, comme un récit, en tout cas, un peu de l'ordre du fantasme, d'un coup, ça m'a ramené moi dans cette réalité qui était quand même très impressionnante. Je pense que c'est ça qui m'a réveillé. C'est comme si j'étais suspendu, c'était la fin du ballet, on est un peu embrumé. D'ailleurs, on est réellement embrumé parce que je meurs sur scène au milieu de la fumée. Et, euh, et en fait, ce silence et d'entendre mon nom, ça m'a pris et ça m'a projeté dans la réalité. Et d'un coup, j'ai pu mesurer un peu ce qui se passait. Justement, j'aimerais montrer un extrait du Lac des Cygnes avec vous dans le rôle de Siegfried.
revenir justement sur ce rôle au niveau de la technique pour interpréter le prince Siegfried, justement. C'est un rôle qui est très très riche parce que il paraît conventionnel parce que c'est le Lac des Cygnes, que le Lac des Cygnes c'est la quintessence du ballet classique romantique euh, que d'ailleurs tout le monde connaît plus ou moins, ou en tout cas a déjà euh, l'image en tête de ce que ça peut représenter, la ballerine en tutu blanc qui joue le cygne, etc. Et en fait, quand tu creuses un petit peu et que surtout dans la version de Rodolphe Nureyev, qui est quand même pas une version totalement académique, hein, il a lui-même façonné les personnages, notamment les personnages masculins, euh, à son idée et à son image aussi. Faut savoir que lui, il adorait se projeter dans les rôles et il adorait se projeter, il a adoré, je pense, dans Le Lac des Cygnes, se projeter à la fois dans le prince, à la fois dans le méchant Rothbart, qui est aussi d'ailleurs le, le précepteur. Et donc c'est un rôle passionnant parce que il passe par de nombreux états, mais surtout moi je considère que l'histoire du Lac des Cygnes, en tout cas tous les actes en blanc, c'est-à-dire le deuxième acte quand il rencontre le cygne dans la forêt, et le quatrième acte quand il retourne au bord du lac dépité par son erreur d'avoir juré son amour à la mauvaise personne. Pour moi, ça se passe dans sa tête, c'est-à-dire que ça se passe dans sa folie intérieure. Euh, pour moi, c'est un jeune homme qui appartient à la cour, qui est censé suivre un chemin qu'on lui a tracé, que sa mère lui a tracé, à savoir devenir roi, choisir une courtisane pour en faire son épouse et avoir une vie tout à fait conventionnelle liée à son rang. Et en fait, lui, tout le long, il est dans la fuite. Il est dans la fuite de la cour, il est dans la fuite de sa mère, de la réalité et de tout ce qui est tangible. Et quand Rothbart lui présente l'arbalète et lui propose d'aller chasser en forêt, c'est pour lui l'occasion de quitter, de fuir le château et de fuir ses responsabilités. Et je pense qu'il trouve en cette créature femme cygne un objet totalement inaccessible qui va être l'objet de ses fantasmes, qui va pour lui représenter la possibilité d'une vie différente de celle qu'il attend. Et on peut le rapporter à plein de choses d'ailleurs. On peut le rapporter en effet à son, comment dire, à un chemin social tout tracé qu'il refuse d'avoir. On peut le rapporter aussi à sa sexualité. Je pense que Nureyev a beaucoup joué avec l'ambivalence de la relation entre le précepteur et le prince Siegfried, qui est une relation d'amour et de haine très ambiguë, assez sensuelle, mais en même temps avec un peu de violence. Donc c'est là aussi toute la complexité, je pense, de la psychologie de Rodolphe Nureyev, qui était une personne très complexe aussi. Et donc voilà. Et donc le prince, dans tous ces états-là, en fait, c'est un peu le rite initiatique d'un adolescent qui se découvrirait une personnalité, qui se découvrirait adulte et qui serait face à ses choix et face à ses responsabilités. Et en ça, moi, je trouve que c'est passionnant parce que finalement, moi, personnellement, en tout cas, je peux très facilement m'identifier, en tout cas, identifier l'adolescent que j'étais à ce jeune homme qui se découvre. Justement, c'est un travail qui te semble nécessaire de devoir comprendre avant d'interpréter un rôle et de se l'approprier. Ah oui, je pense que c'est essentiel. Je pense que au-delà de le comprendre, le rôle, il faut comprendre qu'est-ce qu'on est par rapport au rôle. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas nous aller vers le rôle, mais c'est à nous d'aller prendre le rôle pour en faire sien. C'est-à-dire que moi, quand je joue n'importe quel personnage, je n'ai pas envie d'imiter une figure, d'imiter un comportement, une personnalité. J'ai envie d'aller chercher en moi où se cache le prince Siegfried qui est en moi, où se cache le Basilio dans Don Quichotte qui est en moi, ou le Roméo. Euh, et en fait, c'est ça que je trouve passionnant, c'est qu'en fait, tous ces rôles-là, ils parlent de nous. Donc, même si ils sont très opposés, je prends là les deux exemples que j'ai pris, c'est un prince enfin, on peut dire allemand parce que c'est Siegfried, mais bon, peu importe. C'est un prince dans un milieu très froid, très austère. Et de l'autre côté, c'est Basilio, un jeune voyou au sang chaud qui drague
toutes les filles qui passent et qui est très spontané, impulsif qui s'en fiche des conventions et des codes. Et ben en fait, dans ces deux caractères opposés, on peut nous-mêmes, à l'intérieur, enfin, même si on se sent plus proche d'un caractère ou d'un autre, en fait, toutes les facettes de ce genre de personnage, elles sont là, et il suffit d'aller les exploiter. Après, l'interprétation, elle se fait jamais seule. Tu es très souvent en binôme, surtout pour les premiers Oui, rôles. Tu bien partages sûr, souvent la scène justement avec Léonore Bollac. tout à fait. C'est une amie en plus d'enfance, et notamment c'est avec elle que tu as interprété Le Lac des Cygnes. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement de comment se crée cette relation de binôme avec une danseuse? Eh ben, ça se crée de manière finalement assez naturelle. Je pense qu'il suffit d'un rôle, d'une conjoncture qui fait qu'on se retrouve ensemble, à travailler ensemble sur un rôle. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a une sorte d'osmose, une compatibilité, une complémentarité, à la fois dans les caractères, dans les personnalités, mais aussi physiquement, techniquement. Je pense qu'avec Léonore, on a des manières d'aborder le mouvement et la danse assez similaires, tous les deux assez intuitives. Je pense on a la même légèreté à aborder le mouvement. Et en ça, je pense que du coup, on se comprend bien. Et après, c'est aussi l'expérience, c'est-à-dire que de rôle en rôle, en fait, on va tisser un lien de plus en plus étroit, de plus en plus fort. Et aujourd'hui, Léonore, j'ai tellement fait de rôles avec elle, j'étais dans tellement de situations de difficultés, de plaisir, de bonheur, de douleur, que en fait, je comprends tout ce qu'elle fait sur scène. On n'a pas besoin de se parler. On peut aborder un, un pas de deux très rapidement tous les deux parce on se connaît parfaitement l'un l'autre et c'est ça qui fait la richesse d'un partenariat qui perdure. Après, je trouve que, en l'occurrence, Aurélie Dupont, puisque c'est notre directrice et donc c'est elle qui fait les distributions, même si nous, après, on peut demander à faire tel rôle ou danser avec telle danseuse, etc. C'est elle qui crée aussi ce lien parce elle nous fait beaucoup danser ensemble. Et je trouve que c'est très intelligent de sa part parce que du coup, on crée comme tu dis, un binôme qui permet aussi de créer une référence, de trouver d'évoluer ensemble et d'aller encore plus loin ensemble. Mais en parallèle, on fait aussi pas mal de productions, on n'est pas ensemble. Et c'est aussi très très bien parce que ça permet de ne pas s'enfermer, D'apprendre d'autres. d'apprendre des nouvelles choses qui nous permettent après, quand on revient ensemble, de les expérimenter. Et donc, c'est pour ça aussi que je danse aussi beaucoup avec Ludmilla Pagliero, avec Anna O'Neill, avec Myriam Lundbram, enfin, avec beaucoup d'autres danseuses, et heureusement. Mais je suis toujours très content. Avec Léonore, je pense qu'on fait minimum 3 rôles ensemble par an. Et voilà, c'est comme tu dis, retrouver une amie d'enfance. C'est pas une amie d'enfance spécialement, parce qu'elle a quelques années de plus que moi, et qu'elle est rentrée à l'école de danse assez tard. Et finalement, avec Léonore, on s'est vraiment rencontrés lorsqu'on a eu notre premier rôle ensemble. C'était en 2013 pour Fall River Legends. C'était un tout petit passage où on était à deux. Et après, on s'est retrouvés pour Casse-Noisette en 2014, je crois. Et c'est Benjamin Epi qui nous a distribués tous les deux en tant que coryphée dans le premier rôle de Casse-Noisette. Alors, j'ai quelques questions pour toi, Germain. Une de Camilla Seljanova. Oui. Où voyez-vous dans 5 ans ou dans 10 ans? Euh, Dans 5 ans ou dans 10 ans. Moi, j'ai du mal à me projeter déjà à court terme, alors à long terme encore moins. Donc, je me vois, je peux pas vous dire où je me vois. Moi, je peux pas vous dire où je me vois l'année prochaine. Ça dépend des rencontres que je fais. Ça dépend de ce que la vie m'amène. Là, cette année, j'ai eu une petite blessure qui m'a arrêté pendant 3 mois. Puis, il y a eu un mouvement de grève nationale dans lequel l'opéra était partisan, donc il n'y a pas eu de spectacle en décembre. Puis, il y a eu la crise du coronavirus. Donc, j'ai très peu dansé. J'ai dansé Gisèle à Garnier et à Tokyo et aussi au Negin à Tokyo. J'ai eu la chance de faire in extremis le lac des Cygnes au Mariinsky le 15 mars. Et le 17 mars, j'étais confiné à double tour chez moi. Donc voilà, c'est une année comme ça qui m'a permis en fait d'autres choses, qui m'a permis de rencontrer des gens, de prendre le temps de découvrir finalement d'autres parties de ma vie, de prendre le temps aussi de passer du temps avec mes parents que j'ai pas eu énormément lorsque j'étais adolescent. Me raccorder un petit peu aussi aux choses essentielles de la vie, comme la nature, comme faire à manger, comme lire, comme réfléchir sur soi. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont aussi très importantes pour moi. C'est sûr qu'il y a une vraie frustration de ne pas danser en ce moment et de ronger son frein. Mais, mais
comment dire, je trouve toujours du positif dans les situations qui arrivent. Donc, du coup, je peux vraiment pas dire dans 5-10 ans où j'en serai. Comment justement tu t'es occupé pendant le confinement? J'ai vu notamment une vidéo avec Christian Dior-Couture où tu proposais Oui, des ouais. étirements. Est-ce que tu as travaillé des étirements ou est-ce que tu as essayé vraiment de lâcher un peu et de consacrer, enfin, justement à retrouver davantage ta famille et comment tu t'es organisé à ce moment-là? Alors, c'était le quotidien, c'était à la fois de s'entraîner, donc maintenir un minimum de, comment dire, de souplesse, de tonicité, de gainage dans le corps. Donc, ça passe par faire des barres, faire des cours de danse comme on peut dans les espaces qu'on avait, faire aussi un petit peu des activités complémentaires pour entraîner le cardio aussi. Et à côté de ça, en effet, comme on n'avait pas de répétition, c'était de remplir mon temps. Mais j'ai pas eu de mal à remplir mon temps finalement avec beaucoup de, beaucoup, beaucoup de choses finalement. En fait, les choses viennent naturellement des sollicitations extérieures, comme par exemple le petit cours de danse que j'ai fait pour Dior, mais aussi écrire à des amis ou à répondre à des personnes où j'avais pas pris le temps de répondre, voir mes parents en effet, faire de la cuisine, faire des activités que je ne fais pas d'habitude, ou aussi des activités que Paris ne permet pas, comme se balader dans la nature, comme faire des footings, etc. Tu as un frère aussi qui est notamment cycliste Ouais, de tout à fait. professionnel de haut niveau. Justement, est-ce que ça influe aussi? Est-ce que tous les deux, vous avez eu ce parcours similaire? Est-ce qu'il est allé à Paris en même temps que toi ou est-ce que c'est des chemins aussi qui se sont retrouvés un peu plus tard? Comment ça s'est créé? Alors, on n'a pas du tout le même parcours. Lui, il a fait du vélo assez tôt quand même, et il a accédé à un bon niveau assez rapidement aussi. Il a signé son premier contrat de pro en décembre pour là, le mois de janvier. Donc, il est maintenant officiellement cycliste professionnel. Et en fait, il n'est pas à Paris, il est toujours dans la région de chez mes parents, parce que c'est une région en plus qui est très très bien pour s'entraîner à faire du vélo. La Bourgogne, c'est très vallonné, il y a beaucoup de routes de campagne, donc il y a peu de voitures et beaucoup de terrain de jeu en fait pour un cycliste. Il faut savoir que lui, quand il fait une sortie vélo, il peut faire jusqu'à 210 km en une sortie de vélo pendant 6 heures. Et donc, il a besoin d'avoir un espace comme ça. Et à Paris, c'est pas très agréable. Et, euh, et donc, en fait, finalement, là, on s'est le plus vu, c'était en effet pendant le confinement. Ça faisait pas mal d'années qu'on était. À chaque fois que je rentrais occasionnellement en week-end, lui, il était en course, donc ailleurs qu'à la maison, et surtout ailleurs que chez mes parents. Et du coup, là, ça nous a permis de se revoir un peu, c'était agréable. Alors, j'ai d'autres questions pour toi, Germain. Une de Olesaya. Quel est votre spectacle préféré, votre ballet préféré? Mon ballet préféré, je dirais que. Mon ballet classique préféré, je dirais que c'est Gisèle. Mhm. Euh, je trouve que ce ballet est intemporel, universel. Je suis touché par tout, à la fois par ce qui peut paraître un peu désuet, à la fois par ce qui pour moi est très avant-gardiste en imaginant que c'est un ballet qui a été créé en 1848. Donc voilà, et après, en pièce contemporaine, je pense que ce qui a été un électrochoc pour moi en tant que jeune danseur, ça a été de découvrir Pina Bausch euh, au Théâtre de la Ville, au Théâtre du Châtelet notamment, à l'Opéra de Paris aussi, avec le Sacre du Printemps. Voilà, je pense que ça fait partie des spectacles qui m'ont le plus, qui m'ont changé de vision de ce que c'est que l'art et le spectacle. Justement, tu étais en répétition pour Gisèle cette année? Ouais. Oui, on a dansé Gisèle à l'Opéra Garnier en février, euh, entre deux grèves et entre quelques périodes compliquées. On a dansé, j'ai dansé 4 spectacles de Gisèle à l'Opéra Garnier, puis on est parti avec Gisèle en tournée à Tokyo, en pleine crise du coronavirus, mais c'était encore pas, on parlait pas encore de confinement à ce moment-là. Et, euh, et on a dansé Gisèle et Onegin au Bunkai-Kaikan de Tokyo. Toi, tu interprétais le prince. Alors, tu Ouais. nous as donné une belle analyse de Siegfried. Est-ce que tu pourrais analyser également ce prince de Gisèle? Alors, le prince de Gisèle, c'est marrant parce qu'il y a aussi une recherche d'ailleurs, mais pas de la même manière. Pour moi, Albrecht, c'est un prince inconséquent, inconscient, qui veut croquer sa vie de jeune homme à pleines dents, sans se soucier des conventions, etc. Et, euh, et qui s'amourache de la jeune Gisèle
qui est la plus jolie fille du village, en gros. Et ça l'intéresse pas de penser à sa responsabilité, de penser à ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il pense qu'il va pouvoir mener cette double vie à la fois de prince et futur roi, et avec toutes les obligations que ça impose, se marier avec Bathilde, donc qui est un mariage arrangé, et régir le royaume, enfin, ou le comté. Et en même temps, redevenir une personne sans responsabilité dans le village, et s'amuser avec Gisèle. Et je pense que là aussi, mais c'est souvent le cas dans les ballets classiques, il y a quelque chose du rite initiatique, du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Cette inconséquence, il la paye au prix fort, en fait, en rendant Gisèle folle d'amour et de chagrin, et en la tuant finalement à cause de sa trahison. Sa trahison, et qu'en fait, il lui a fait croire ce qu'il n'était pas, c'est-à-dire que lui a fait croire qu'il était comme elle, et qu'il pouvait lui promettre son cœur et lui voler son cœur, et en fait, c'était pas possible. Là, encore une fois, on est sur une histoire finalement de codes sociaux qui vont avoir un impact sur la vie des protagonistes. Et tout le deuxième acte, c'est en fait le chagrin. La fin du premier acte, c'est le chagrin de Gisèle qui rend Gisèle folle. Et le deuxième acte, c'est Gisèle qui, très lucide en tant que fantôme, pardonne Albrecht et le sauve des griffes des esprits de la forêt, de toutes les Willis de la forêt. Et c'est Albrecht qui, fou de chagrin, se jette dans la gueule du loup. Et c'est marrant aussi de voir de, cette inversion des rôles. Et toi, justement, qui disais que tu as besoin de faire corps avec le personnage, est-ce que c'est pas difficile de jouer comme ça un macho un peu qui expérimente la culpabilité, la trahison et qui se comporte de façon très mâle finalement? Ouais. Ouais. Eh ben, en fait, je dirais qu'au final, je réfléchis, mais aucun personnage, aucun rôle n'est final. Enfin, on n'est pas obligé de faire les rôles de manière macho, même si c'est des coureurs de jupons, même si on raconte des histoires qui peuvent être jugées et qui sont un peu sexistes, hein, parce qu'on a changé aussi de vision, et bien heureusement, sur la vision de ce que c'est qu'une femme et de ce que c'est qu'un homme. Et, euh, et dans tous les ballets, on a une vision désuète, hein, de ce que c'est l'un et l'autre. Et en fait, je dirais que là où je m'amuse, moi, justement, à rentrer dans ce jeu-là, alors même que je ne crois pas être un gros macho coureur de jupons, euh, c'est que, par exemple, pour le cas de Gisèle, je vais expérimenter l'espièglerie, c'est-à-dire que je vais rechercher en moi l'enfant expiègle que j'ai pu être par moment, euh, qui, qui, qui frôle la catastrophe, et qui sait qu'il frôle la catastrophe, mais qui le fait quand même. Et qui sait qu'il y a derrière la possibilité d'une gravité, mais qui prend le risque, et qui paye le risque après. Et je pense que voilà, moi, ce que je ressentais dans Gisèle au début du deuxième acte, quand il rentre avec tout le poids de la culpabilité de ce qu'il vient de faire, c'était vraiment c'était vraiment la même culpabilité que tu as quand tu es au collège, ou quand tu es jeune ado, et que tu as fait une grosse connerie, et que tu t'es pas rendu compte de la gravité de la chose, et que d'un coup tu as l'impression que tu es submergé, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Je pense que c'est vraiment c'est un peu le péché originel, mais pas dans le contexte religieux, hein. Dans le contexte, la première faute. Et là, en plus, lui, il va hard, parce que sa première faute, c'est quand même un meurtre par omission, quoi. C'est vrai que ce jeu avec l'interdit, il est universel. On joue tous avec les Oui, interdits à différents exactement. moments de la vie. Et je pense que tant que la mort n'a pas sonné, pour le cas de Gisèle, il ne se rend pas compte des enjeux, à quoi il joue. Et c'est pour ça, je pense il est foncièrement amoureux de Gisèle, mais il n'en a pas conscience jusqu'à ce qu'elle meure. C'est-à-dire qu'il joue avec elle en se disant, on verra plus tard, je pense. Moi, c'est comme ça que je le vois, en se disant, il sait que c'est pas possible, mais il se dit, c'est pas grave, on verra. Et en fait, au moment où il meurt, là, il se rend compte qu'il était très, très fortement amoureux d'elle, et qu'il n'avait pas du tout saisi l'importance de ses sentiments pour elle, et l'importance du jeu du jeu très dangereux qu'il jouait avec elle. Alors, Germain, je vais te poser plusieurs questions du public. Il y en a une de Arman. Est-ce que l'école du ballet russe est toujours aussi présente et influente comme ce fut le cas au XXe siècle? En tout cas pour l'Opéra de Oui. Paris. Ah oui, oui, enfin, je pense que de toute façon, les différents courants
de langage chorégraphique. Aujourd'hui, on dit souvent qu'il y a l'école russe, l'école française, l'école américaine. Après, il y en a d'autres aussi, mais sur ces trois styles-là qui aujourd'hui dans la danse classique ont le plus d'influence. Le style russe a beaucoup d'influence à l'opéra, déjà parce que l'une des figures qui a le plus transformé l'opéra ces 30 dernières années, ces 50 dernières années, c'est Rodolphe Nourieff, qui était tatar qui était empreint de la culture et de la culture russe et de la culture du ballet russe aussi. Donc je pense que nous, l'école française, elle s'est aussi construite d'influence et de rencontres. Nourieff lui-même était très influencé par les comédies musicales, Music Hall, par Georges Balanchine. Il y a beaucoup de ces chorégraphies qui alternent entre des postures, des épaulements très French School, très Louis XIV, etc. Et en même temps avec quelque chose de très jazz, donc d'un peu plus chaloupé, Balanchine, et avec ces grands ensembles qui, pour lui, je pense, font partie de sa jeunesse russe aussi. Alors, j'ai également une autre question, toujours de Laure Castin. Un danseur étoile peut-il être prêté pour un spectacle à l'étranger, par exemple? Oui, tout à fait. Alors, ça va, comment dire, les formes que ça peut prendre, elles sont multiples. Ça peut être juste le danseur qui est sollicité par lui, enfin, comment dire, en externe, et c'est aux danseurs d'aller demander la permission à l'Opéra de Paris pour danser ailleurs, en sachant que si ça tombe, par exemple, pendant nos vacances ou pendant un jour de congé, l'opéra ne peut pas refuser. L'opéra peut refuser en revanche s'il y a un spectacle de prévu à l'opéra et que l'opéra ne peut pas laisser le danseur partir. Ça peut aussi prendre en effet la forme comment dire, d'une communication directement entre directeurs. Et dans ce cas-là, ce serait le directeur de la danse à l'opéra qui irait nous dire tel directeur me demande si tu peux danser là-bas, est-ce que ça te fait envie, etc. Donc oui, ça se fait tout à fait. Moi, j'ai eu l'occasion de danser à la Scala de Milan pour une soirée justement hommage à Nureyev. Donc on a fait le troisième acte de La Belle au Bois dormant avec Svetlana Zakharova. J'ai eu l'occasion de danser au théâtre de l'Opéra de Rome, le Lac des Cygnes avec les danseurs de Rome. Donc au Mariinsky très récemment avec Oksana Skorik. Voilà, je crois que c'est tout. Ah, et Justement, le Bœuf Chopper de Berlin aussi, pardon. justement, en tant que danseur, donc toi, tu es rattaché à l'Opéra de Paris. Est-ce que Ouais. tu peux être rattaché peut-être à deux opéras en même temps et avoir un statut de danseur étoile quelque part et puis un autre statut ailleurs ou c'est pas du tout possible? C'est lié à la Je formation. pense, je pense que c'est possible, mais c'est très rare. Et nous, par exemple, actuellement, il n'y a pas de danseur dans cette position-là. Je pense que ça a été le cas avec certains danseurs. Je ne saurais dire, je me demande si euh, Laurent Hilaire, pardon, n'a pas eu à un moment donné un statut un peu spécial comme cela. Je sais que dans d'autres compagnies, ça se fait plus parce que nous, à l'opéra, on est en CDI, en Hmm. live contract. Donc, du coup, c'est forcément, ça implique qu'on a un rattachement, euh, comment dire, plein à la maison en fait toute l'année. Je sais que par exemple David Alberg, qui est un danseur australien, lui il est à la fois, il a un arrangement, un demi-contrat avec l'University Ballet et un demi-contrat avec le Bolchoï. Donc je pense que c'est un accord entre les deux compagnies qui passe par le danseur pour qu'il puisse danser 6 mois là-bas, 6 mois ici. Svetlana Zakharova, elle a un peu la même chose entre le Bolchoï et la Scala de Milan. Euh, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais en tout cas, c'était le cas il y a quelques années. Donc ça se fait. Après, nous, à l'opéra, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un répertoire très, très large, très riche, qui mélange le classique, le contemporain, le néoclassique, qui balaye toutes les époques du répertoire, tous les chorégraphes et les mouvements de danse en général. On danse à la fois du Marius Petipa, du Balanchine, du Pierre Lacotte, du Ohad Naharin, du Sacha Waltz, du Jérôme Robbins. Donc, on n'a pas trop, enfin moi j'éprouve pas l'intérêt d'aller m'associer avec une autre compagnie pour enrichir mon répertoire. En tout cas pas aujourd'hui, pas pour l'instant. Pour l'instant, la flexibilité que me permet l'Opéra de Paris et la largesse du répertoire, elle me convient très bien. Justement, concernant le répertoire, tout à l'heure, tu parlais de Benjamin Millepied. On dit très souvent qu'il a fait rentrer davantage de ballets plus contemporains, notamment à l'Opéra Garnier et puis plus généralement à l'Opéra national de Paris, qui comprend également l'Opéra Bastille. Toi, est-ce Mhm. que tu es plutôt spécialisé classique? Est-ce qu'il peut t'arriver de jouer aussi des répertoires plus contemporains? Comment se répartit justement voilà, Oui, tes- oui. Ben, ça dépend en fait. J'ai, je dirais que ces dernières années,
comme je suis plutôt encore jeune et en forme et que physiquement je rentre bien dans les critères des rôles classiques de prince, etc., je fais beaucoup de ballet classique. Après, il n'y a vraiment pas de règle, c'est-à-dire que euh, j'ai l'impression quand même que depuis 9 ans que je suis dans la compagnie, j'ai eu l'occasion de faire pratiquement un ballet sur deux classique, un ballet sur deux contemporain. Peut-être que si je rentre tous les Jérôme Robbins ou tous les ballets néoclassiques même de Justin Peck, de Benjamin Millepied, de Christopher Weldon, dans la case néoclassique, donc on peut dire que j'ai fait plus de néoclassique et de classique que de contemporain, mais j'ai quand même eu l'occasion de travailler avec Edouard Locke, Sacha Waltz, Saburo Teshigawara, Paul Lightfoot et Sol Leon, euh, voilà, et d'autres, mais je sais pas tout en tête. Alors, j'ai encore d'autres questions pour toi, Germain. Une d'Amina. Est-ce qu'il y a une période où tu as souhaité quitter le ballet? Non, j'ai jamais eu, je suis encore pas passé par là, heureusement. Alors, j'ai encore d'autres questions. Une de Camilla. Est-ce que vous êtes nerveux avant les spectacles? Comment vous gérez votre stress? Oui, je pense que le stress et la nervosité, ça n'a malheureusement aucune règle. Ça peut arriver n'importe quand. Ça peut arriver alors qu'on est hyper prêt, hyper confiant dans un rôle qui peut nous paraître facile. On peut aborder un rôle très compliqué qui nous stresse avec des enchaînements techniques qu'on a du mal à faire en répétition et donc et en fait on arrive le jour J et aucun problème. Il y a vraiment il y a pas de règle. En tout cas, moi je pense que la seule chose que je me j'essaye de faire, c'est d'accepter tous les états qui peuvent m'arriver avant le spectacle. En fait, c'est ça. C'est d'accepter l'aspect aléatoire de ce critère et du coup de le prendre tel qu'il vient pour pas détruire son envie de danser, pour pas passer à côté d'un rôle. Voilà, il y a des moments où je me mets à trembler, où j'ai les lèvres très sèches, où d'un coup j'ai des sueurs, voilà, des trucs qui peuvent arriver de stress et de trac, et ben c'est juste de les accepter et que ça n'empêche pas de quand même prendre du plaisir et de prendre le spectacle tel qu'il arrive. Nous avons une autre question d'une américaine francophone, Marilyn. Est-ce qu'il y a des professeurs à l'Opéra de Paris qui permettent de préparer le rôle intellectuellement et de l'analyser, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu fais personnellement et qui n'est pas forcément fait de façon académique? Alors ça dépend. En fait, ça dépend vraiment. C'est un peu du hasard. Ça dépend de la personne avec qui tu tombes comme coach. Oui, il y a des gens qui ont énormément réfléchi. En fait, ça relève un peu des compétences de chacun et des manières de travailler, de réfléchir, comme finalement partout, hein, comme dans tous les milieux professionnels. Donc, moi, je trouve d'un point de vue personnel que depuis quelques années, on a de moins en moins de danseurs qui ont vraiment vécu leur rôle, réfléchi leur rôle, abordé leur rôle avec un héritage, une expérience, une réflexion. Et donc, ça m'amène, moi, du coup, à avoir d'autant plus de travail intellectuel à avoir sur comment je vais aborder le rôle. En tout cas, je me sens beaucoup plus à l'aise dans un rôle que j'ai vraiment creusé avec une personne en face de moi, même si c'est pas forcément une personne avec laquelle je partage les goûts et les valeurs. Mais en fait, l'altérité, la possibilité d'avoir un regard extérieur, d'un regard autre, permet de se remettre en question, de se poser les bonnes questions et de voir ce que nous, on ne voit pas sur nous-mêmes. C'est essentiel le regard de l'autre, peu importe qui c'est. Mais donc oui, on a des gens qui préparent nos rôles très très bien. On a aussi des gens qui préparent nos rôles, je trouve, moins bien. Une autre question de Marat Moldachev de Karaganda. Le ballet est un travail difficile qui prend beaucoup de temps. En fait, c'est une question, qu'est-ce que tu aurais fait selon toi si tu n'avais pas pu t'orienter vers la danse? En tout cas la danse classique. Enfin, c'est très, C'est une réponse qu'on me pose, une question qu'on me pose souvent et en fait, j'ai pas la réponse parce que je suis danseur et que je fais de la danse depuis 23 ans maintenant. Et, euh, et en fait, ça fait partie de ma vie. Je ne saurais pas dire ce qu'aurait été ma vie sans ça. Elle aurait été certainement très, très différente. Je peux juste dire aujourd'hui les choses qui m'intéressent et je m'intéresse beaucoup à la littérature, à l'art. Je pense que, mais encore une fois, c'est évidemment influencé par le milieu dans lequel j'évolue. Je pense que je m'imagine pas ailleurs que dans le milieu de la culture. Peut-être que j'aurais été dans des postes plus administratifs que artistiques, peut-être, mais en tout cas, c'est dans ce milieu-là que j'aurais certainement évolué, quoi qu'il arrive. je vais justement réinterpréter la dernière question, celle d'Arman.
Est-ce qu'il y a un risque à pratiquer un sport, quel qu'il soit, comme ce soit le foot ou le tennis, lorsqu'on est danseur et que l'on doit se consacrer à temps plein à sa formation et à ses étirements et sa Oui. sensation? Je pense oui, il y a du risque à faire toute autre activité physique en dehors de la danse, parce que la danse étant tellement exigeante, enfin toutes les activités sportives, mais la danse c'est très exigeante et demande des facultés physiques, un entraînement qui va dans un certain sens. Donc oui, il y a un risque de faire d'autres sports. Après, il y a des degrés de risque. Évidemment, faire du ski ou de l'équitation ou, euh, ou du parachute ou du parapente, c'est plus dangereux que de faire du foot, du tennis ou de la natation. Euh, Après, ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi à quel point il y a des sports qui ne sont pas complémentaires avec la danse. Moi, je sais que j'ai fait un peu de footing pendant le confinement et en fait, j'ai dû arrêter parce que ça me faisait mal à certains endroits parce que la danse, c'est pas aussi régulier que de courir. En Quel revanche, sport par est exemple, j'ai fait un peu compatible? La natation, par exemple, c'est compatible? natation, c'est très compatible, ouais. Ça va faire travailler tout le dos, ça va donner beaucoup de souplesse et de force dans le dos, et en même temps, ça va pas du tout aller. Il n'y a aucun choc dans la natation, il n'y a pas de choc d'articulation, de hanche, de genoux, etc. Je me permets juste, il faut que je branche mon ordinateur. Je reviens dans une seconde. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions pour Germain Louvet, à les indiquer dans le chat. Il y a quelques messages de remerciements pour toi, Germain, notamment de Marilyn, notre francophone américaine, qui nous dit qu'elle a envie d'embarquer pour Paris et dès que possible acheter un billet pour l'Opéra de Paris, car vous êtes aussi élégant dans votre Plaisir. Ah oui, avec plaisir. Je vous attends à bras ouverts. Après, malheureusement, on ne réouvre pas tout de suite l'Opéra de Paris à cause du confinement et à cause de travaux qui, du coup, remplacent la période de doute qui aurait pu exister à la rentrée sur l'ouverture des salles. Donc, pour l'instant, le premier vrai spectacle prévu à l'Opéra, c'est le 3 décembre, c'est la Bayadère. Euh, Alors, une, une question d'André Ivanov, toujours sur la gestion du stress. Comment est-ce que toi, tu fais pour garder cet équilibre et résister au stress au quotidien? je pense que moi, ma manière de gérer ça, c'est de faire autre chose. C'est de m'ouvrir à d'autres choses, de lire, de voir mes amis, de voir des amis qui ne sont pas dans le milieu de la danse, d'aller voir des spectacles de théâtre, de musique, de danse aussi, mais de danse en dehors de l'opéra. Ça me permet une sorte de respiration, un équilibre mental qui me permet d'aborder avec encore plus d'objectivité et finalement de plaisir mon propre travail. Alors, quels sont tes projets à venir, justement, Germain? Tu parlais de décembre. Oui, eh ben, pour l'instant, donc, c'est très compliqué de vous répondre précisément parce que tout est assez flou et assez vague à l'heure d'aujourd'hui. Je suis pratiquement sûr que je danserai Solor dans la Bayadère donc en décembre. En attendant, il y a des projets qui vont être mis en place à l'Opéra Garnier malgré la fermeture de la salle de spectacle. Et à l'Opéra Bastille, par exemple, il y a un petit amphithéâtre sous l'Opéra Bastille qui, lui, restera ouvert. Donc, en fait, tout ça, c'est des projets qui sont en train d'être mis en place par la direction, qui prennent du temps et pour l'instant, ils nous ont rien annoncé d'officiel. Donc, je peux pas trop vous répondre de manière précise sur les projets à venir tout de suite. Est-ce que justement, pour toi, être danseur et être danseur étoile, bénéficier de cette notoriété, c'est aussi un moyen de défendre certaines causes qui te tiennent à cœur aujourd'hui? Oui, je pense que le fait d'être danseur étoile, ça m'a donné une certaine visibilité, une visibilité médiatique, et ça m'a donné la possibilité de faire entendre ma voix. Et cette voix, moi, je la veux libre parce que je pense que c'est très important de pouvoir s'exprimer librement quand on est artiste. C'est pas, je sais que tous les artistes ne peuvent pas s'exprimer librement parce que parfois ils dépendent de certaines structures, ils sont en CDD ou ils dépendent finalement de la politique de leurs propres institutions. Moi, j'ai la chance, comme on l'a dit, de ne pas pouvoir être rétrogradé, et donc j'en profite en exprimant ce que j'ai envie d'exprimer sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et je pense aussi qu'il en va de la responsabilité d'être artiste aussi, de, comment dire, de s'engager sur les causes qui nous sont chères.
J'entends parfois des personnes me dire il ne faut pas mélanger l'art et la politique, il faut être au-dessus des sujets de société. Je suis complètement en désaccord avec ça. Je pense que les artistes, on est justement tout à fait influencés par les sujets de société. On est même soumis aux sujets de société et aux politiques en général, enfin, au monde politique, à la politique en général. Et donc, je pense que c'est assez naïf de penser ça. Et, enfin, en tout cas, c'est juste mon avis personnel. Donc, je pense qu'il est important d'avoir un avis sur les questions qui nous entourent et de pouvoir en parler librement, qu'il s'agisse, moi personnellement, je suis gay et j'ai aucun problème à en parler publiquement parce que je considère que si demain un petit garçon de Bourgogne se pose les mêmes questions que je me suis posées, j'ai envie qu'il puisse trouver ça normal ou en tout cas pouvoir s'identifier à quelqu'un à qui on donne la parole. Je Vous êtes pense aussi qu'aujourd'hui, hostile à la cause du respect des personnes, quelle que soit leur origine. bien sûr, quelle que soit leur origine, quel que soit leur milieu social, quelle que soit leur orientation sexuelle, quelle que soit leur religion, leur culture. Moi, personnellement, je suis athée et je suis plutôt d'éducation laïque, mais pour autant, je respecte les cultures qui sont issues des cultures religieuses. Je trouve que on traite souvent très mal, notamment en France, qui est un État laïque, etc. Les questions de culture religieuse, on fait beaucoup d'amalgames. Je pense notamment au port du voile, où, évidemment il en va de la laïcité de la République sur les questions de représentation religieuse. Et en même temps, je trouve que le voile, ça fait aussi partie d'une culture au-delà de ce que ça veut dire en termes de religion. Et donc, je fais le constat qu'une femme voilée a moins de droits qu'une femme non voilée aujourd'hui en France, et je trouve que voilà, parfois on prend les sujets pas tout à fait comme il faut, et bon, c'est pas un sujet sur lequel je suis engagé, c'est juste une réflexion que je me fais sur les choses. J'ai pris cet exemple-là, mais il y en a beaucoup d'autres, euh, et, euh, et je trouve ça très intéressant de pouvoir en tout cas créer du débat, et notamment nous qui sur scène véhiculons des histoires. Les ballets classiques véhiculent souvent des histoires qui, aujourd'hui, politiquement, sont un peu décalées avec nos réalités. Notamment, on parlait de féminisme tout à l'heure, en tout cas d'égalité homme-femme. On ne peut pas dire que les ballets classiques soient vraiment un fer de lance du féminisme en général. Le statut même des danseuses, d'ailleurs, au XIXe siècle, était un statut assez bâtard. Quand on voit dans Bien la sûr, littérature, je pense notamment à La Curée, bien sûr. où il y a une description des danseuses qui sont vouées à un rôle purement de représentation, qui ne sont pas en mesure d'avoir. Enfin, on les ramène à ce rôle qui sont un rôle de divertissement des élites, et donc elles ne sont pas censées avoir une opinion, avoir autre chose. Et d'ailleurs, très souvent, c'est lié aussi à des rôles de séduction de ces élites, et c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Et tant mieux, parce que le statut des ballerines au XIXe siècle était, en tout cas en France, au début de l'opéra, était assez précaire. Et aujourd'hui, il y a Très eu des souvent droits qui ont été. en parallèle. Être danseuse, ça voulait aussi dire être prostituée à une époque. D'ailleurs, Exactement. le foyer de la danse, qui est une très 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 belle salle qui est derrière le plateau de l'opéra, qui se situe juste derrière vous, derrière toi. Il y a une petite pièce qui n'est pas visitable par un visiteur qui viendrait visiter l'Opéra Garnier. C'est une salle dans laquelle on s'échauffe. Et en fait, historiquement, cette salle, c'était un peu une pré-vitrine du spectacle. Il y a une coursive en haut, proche du plafond, qui permettait aux habitués, aux clients réguliers de l'opéra, aux spectateurs réguliers de l'opéra, et je dis clients aussi parce que c'est un double sens, de venir repérer un petit peu les ballerines avec qui ils allaient pouvoir passer la soirée après spectacle. Germain, est-ce que tu pourrais augmenter un petit peu le son? On t'entend un peu moins bien. Ah, d'accord. Alors, comment je peux sortir un peu de- Ça veut dire que augmenter le son de mon haut-parleur? Oui. Pardon. Je vais... Attendez-vous une seconde. Alors, à côté, il y a une question de Camilla toujours. Concernant vos activités également, vous êtes également mannequin. Est-ce que, elle demande comment vous êtes devenu mannequin et si vous aimez ce métier? C'est quand même très lié à votre activité principale. Oui, alors moi j'ai un peu de mal enfin j'ai du mal à m'identifier au rôle de mannequin parce que je considère pas que ce que je fais quand je fais des photos se rapporte à être mannequin. Attendez, je vérifie juste mon volume d'entrée. C'est Est-ce que beaucoup vous mieux. m'entendez mieux? Oui, oui, c'est Ouais, beaucoup c'est mieux. d'accord. Ok, pardon.
Euh, donc oui, je prends beaucoup de plaisir à créer des croisements entre les arts et je pense que la photographie en fait partie. J'ai déjà aussi posé pour des peintres. J'aimerais beaucoup, si on me donne demain un rôle dans un film ou dans une pièce de théâtre, m'essayer un peu à la comédie. Je suis vraiment un très mauvais chanteur, donc j'ai vraiment aucune prétention dans ce domaine. Mais je suis assez, ouais, assez curieux dans les croisements. Je pense que la mode et le vêtement a beaucoup à voir avec le mouvement et donc avec la danse. Et je pense que les liens sont très étroits entre la mode et le ballet depuis de très très nombreuses années. Donc ça me semble tout à fait naturel de, d'entretenir ces liens-là avec ces milieux-là. Après, je, du coup, je ne peux pas vraiment dire que je me sens mannequin. Parfois, on me contacte, on me demande de participer à un shooting photo. Moi, Germain Louvet, en tant que danseur, c'est rarement juste en tant que mannequin ou pour mon visage. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais l'intérêt, il est plutôt lié à lié ton au fait activité d'être danseur. première. Peut-être pour revenir sur le ballet, est-ce qu'il y a un rôle particulier que tu aimes en particulier? Un rôle que tu interprètes ou que tu n'interprètes pas forcément, mais avec lequel tu es amené à jouer. Moi, je me sens très en affinité avec le rôle de Roméo dans la version de Nureyev et aussi très différemment, mais aussi beaucoup dans la version de Sacha Valls, qui est une version contemporaine sur la partition de Berlioz. Et, euh, voilà, je ne saurais pas vraiment l'expliquer. J'ai vraiment l'impression que c'est très fluide et naturel. C'est une histoire qu'on connaît tous. C'est une histoire, ça parle que d'amour et de lutte euh, et d'embrasement et c'est très fort et je- voilà, moi c'est des rôles qui m'ont énormément touché, à la fois celui de Nureyev et 2 ans plus tard celui de Sacha Valls. Et au niveau de la technique, c'est également des rôles qui t'amènent à te surpasser. Probablement. Ouais, le Roméo et Juliette de Nureyev notamment est hyper exigeant physiquement et même épuisant, mais en fait c'est ça qui est génial, c'est que l'épuisement arrive à un moment, c'est tout à fait bien dosé pour que au moment fatal de la fin, on soit dans l'épuisement, comment dire, à propos. Il y a une catharsis enfin, impressionnante. Je vais citer un des propos que tu as tenu dans Télérama justement sur Roméo et Juliette. Tu dis l'investissement du corps qu'exige par exemple Roméo et Juliette. La Ouais, première fois que je l'ai dansé, j'ai failli m'évanouir à la fin. c'est vrai. Le travail rend fébrile mais amène une exaltation du sentiment amoureux qui fait oublier la technique et rend la lecture du personnage et de l'histoire presque intemporelle et moderne. Oui, c'est vrai parce que finalement, l'amour, ça rend complètement, c'est épuisant en fait hein, d'aimer. C'est épuisant d'entretenir une relation amoureuse. Enfin, c'est pas que c'est épuisant, c'est que en fait, ça dépasse l'ordre juste physique et l'ordre quotidien, je dirais. Et donc en fait, euh, donc cette exaltation que je cite là, c'est vrai qu'au bout d'un moment, elle fait que la technique devient complètement euh, dérisoire en fait. Et en devenant dérisoire, elle devient facile finalement, parce on suit on suit on suit autre chose dans Et en ce même genre temps, de. la réalité est ce qu'elle est et le corps, à un moment donné, atteint ses limites aussi. Ça, c'est sûr, bien sûr. Mais en fait, là est tout l'intérêt du travail approfondi au préalable. C'est-à-dire que si on fait un gros travail technique avant ce genre de rôle, qu'on va vraiment, avec exigence, chercher le maximum de perfection et de facilité, on arrive sur scène avec beaucoup d'assurance et de solidité dans le corps, ce qui permet du coup d'aller jouer avec, en fait, de laisser libre cours à l'émotion parce que le corps déjà a imprimé tout le travail fait au préalable. Merci beaucoup, Germain. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin pour nos participants francophones du Kazakhstan, d'Asie centrale et d'ailleurs? Eh ben, non, le dernier mot, ce sera juste de vous remercier. Je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de m'adresser à vous. C'est une région du globe que je ne connais pas encore, mais que j'ai hâte de découvrir et je suis sûr que des ponts entre Nour-Sultan et Paris vont advenir à l'avenir. On m'a déjà proposé de venir danser à l'opéra d'Astana, enfin donc de Nour-Sultan. Et c'était une période où je ne pouvais pas parce que j'étais employé par l'opéra. Donc j'espère que cette occasion se renouvellera. En tout cas, je pourrais y travailler. Merci beaucoup, Germain. Merci Merci. à vous pour votre écoute.
Merci à tous les participants. Merci d'avoir participé à cette 10e session des rencontres culturelles francophones. Je tenais également à remercier l'ensemble des partenaires, le réseau des Alliances françaises et des ambassades de France en Asie centrale, les associations Astana francophone, Blablaté à Almaty, également les associations comme le Festival du cinéma kazakhstanais en France d'André Ivanov, la galerie enfin, presque nationale, puisque c'est la première grande galerie d'art du Kazakhstan, la galerie de Dina Baitasova, c'est Art Destination. Et puis voilà, l'ensemble des participants également qui ont relayé sur leurs réseaux sociaux, qui ont partagé. Pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, vous retrouverez la vidéo en ligne sur YouTube, avec bien sûr la confirmation de Germain Ah oui, oui, pas de problème. et puis, n'hésitez pas, ça sera la dernière session avant la pause estivale. Donc, nous reprendrons tout ça après une petite période cet été. Et puis, je serai ravi de reprendre avec vous l'ensemble des activités, que ce soit le marathon littéraire, les rencontres culturelles francophones et les rencontres avec les alumni internationaux. Merci à tous. Merci beaucoup et bon été du coup.